On va commencer sans plus tarder. Et donc, oui, la thématique, c'est une étude de cas sur l'entreprise Unilever. Alors, donc, on va commencer sans plus tarder. Et alors, d'emblée de jeu, je tiens à préciser que cette étude, elle a été faite suivant une approche plutôt long-termiste, littéralement. Donc, je n'essaie pas de voir ce qui va se passer sur le cours de l'action dans le prochain mois ou bien, ou peut-être même la prochaine année. Non, pas du tout. C'est plutôt un horizon de 5-10 ans. Alors, donc je vais commencer. Donc, on va s'intéresser à deux choses, ce qui se passe sur Main Street, donc les activités de l'entreprise, et ce qui se passe ensuite sur Wall Street, donc en bourse, la BRVM. Donc, concernant les activités de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va scinder ça en deux étapes. Une étape pré-Covid et ensuite l'étape post-Covid. Alors, avant la Covid, qu'est-ce qui se passait dans la vie de l'entreprise? Nous allons voir ici le chiffre d'affaires et le résultat net de l'entreprise sur les 10 dernières années. Et je vais aller sur Richboost pour qu'on les voit. J'espère que vous voyez mon écran. Je ne vous ai même pas demandé ça. Vous voyez mon écran? Moi, je vois en plein écran. Tout le monde voit l'écran? Oui, c'est bon. Ok, ok. Donc, bon, je vais revenir rapidement en arrière ici. Donc, ça, c'est... Donc, je disais, on va scinder ça en deux étapes. Une étape pré-Covid là et l'étape post-Covid là. Donc, concernant l'étape pré-Covid, on va voir le résultat et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et je voulais qu'on aille sur Richboost rapidement pour voir ça. Et donc, on est ici. Et là, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise sur les 10 dernières années. Donc, comme vous pouvez voir, le chiffre d'affaires est en déclin, en baisse sur les 10 dernières années. Donc, la COVID, c'était là. C'était en 2019. Donc, vous pouvez voir que même avant la COVID, le chiffre d'affaires était déjà en déclin. Alors, je reviens ici. Et donc, nous allons nous intéresser ensuite au résultat de l'entreprise en train de charger. Et vous pouvez voir que le résultat était négatif sur, en fait, presque toute la période. Donc, même avant la COVID, là, le résultat était déjà négatif. Et pendant la période de la COVID, ça s'est accentué. Et post-COVID, on va en parler, on va y revenir plus tard. Alors, donc, évidemment, l'entreprise a, avant la COVID, essayé de redresser la barre pour arriver à une activité plus profitable. Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de se refinancer, autrement dit, d'émettre de nouvelles actions sur le marché pour pouvoir acquérir un surplus de capital et d'engager des fermetures d'usines. Alors ça, je l'ai lu dans le rapport annuel d'activité de l'entreprise. Et donc, déjà, ici, c'est un point très négatif s'ils ont engagé une dilution d'actions. Ça veut dire qu'ils ont du mal à se financer auprès des banques. Et on va y revenir plus tard parce que émettre de nouvelles actions, pour une entreprise, c'est la pire manière en fait de se financer. Donc, si ils en sont arrivés là, c'est qu'ils ont du mal littéralement à acquérir des prêts conséquents auprès des banques. Et on va avoir, comment on dit, des indices de ça plus tard, que en fait, l'entreprise est trop fortement endettée et donc ils ont du mal effectivement à obtenir de nouveaux prêts. Donc, ça, c'est des mesures qui ont été prises pour redresser l'entreprise avant la COVID. Alors, la COVID est venue en 2019 et qu'est-ce que ça a entraîné? La chaîne d'approvisionnement de l'entreprise en matières premières pour fabriquer les produits de l'entreprise a connu d'énormes difficultés. Et donc, le chiffre d'affaires a subi un coup. Et ce n'est pas le seul facteur qui a baissé le chiffre d'affaires. Le volume de vente aussi a diminué évidemment pendant la période COVID. Donc, tout ça, ces deux facteurs en fait ont contribué à descendre davantage le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, le redressement qui a été engagé ici
n'a même pas eu le temps, en fait, de voir, on n'a pas eu le temps de voir les résultats de ce redressement-là, que la COVID est venue empirer, en fait, la situation. Donc, nous allons aborder maintenant la période post-COVID et on se demande maintenant, bon, peut-être, est-ce qu'il y a une chance que le redressement ait, malgré la COVID, ait porté certains fruits? Et non, la réponse est non. C'est que l'entreprise continue de faire des pertes. Alors, malgré le résultat en 2021, qui semblait être positif, là, en 2021, on a vu le résultat net est de 6 milliards de francs CFA. Donc, il semble être positif, mais en fait, il ne l'est pas. Et nous allons observer ici, alors c'est où? Ouais, là, dans les états financiers de l'entreprise, qu'en fait, en 2021, alors ça c'est, je veux voir le compte de résultat. Oui, ok. Donc, L6N, c'est 2021. Et le résultat, non, ça c'est le TAFIR, excusez-moi. Le résultat net, donc là, c'est le 6 milliards de francs CFA. Et en fait, le résultat, en fait, il est négatif. C'est comment dire, un subterfuge que l'entreprise a utilisé en fait pour le rendre positif. C'est quoi? Vous allez voir ici, c'est cette quantité-là, autres produits hors activité ordinaire. C'est ça qui a permis en fait d'arriver à un résultat positif. Sinon, le résultat aurait été négatif comme les 10 dernières années. Et pour confirmer ça, nous allons aller dans le TAFIR. Le TAFIR, c'est le tableau financier des ressources et des emplois ou encore le tableau des flux de trésorerie. Et vous allez voir que le flux de trésorerie des activités opérationnelles, il est carrément négatif sur les 6N 2021 en question. Donc en fait, non, l'entreprise n'est pas devenue rentable en 2021, ce n'est pas encore le cas. C'est qu'ils ont dû céder des biens immobiliers ou littéralement des actifs pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Alors, donc, oui. Alors, donc, le point suivant que j'ai abordé, c'est la fonte des fonds propres de l'entreprise. La fonte. Alors, étant donné que l'entreprise a connu, là on est toujours là, et ce qu'on voit là c'est le résultat, a connu littéralement 10 années minimum, parce que je n'ai pas les données avant les 10 dernières années, donc 10 années de perte littéralement, évidemment ça, ça a consommé les capitaux propres de l'entreprise. Donc les capitaux propres ont fondu littéralement et on est, je vais utiliser ce tableau-là, le bilan, le résultat net. Alors, on est là. OK. Total capitaux propres et ressources assimilées. Vous allez voir, donc les fonds propres ici, c'est de 1,7 milliard de francs CFA. Alors que le total du bilan, c'est de 48,7 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez bien qu'il y a, comment dire, le décalage est juste trop grand entre le total général, le total bilan et les fonds propres. La raison elle est toute simple, c'est parce que les 10 dernières années de mauvais résultats, de pertes, littéralement, ont consommé en fait tous les capitaux propres de l'entreprise. Et évidemment, la conséquence directe de ça, c'est que l'entreprise se retrouve dans une situation où l'endettement est beaucoup trop fort. Donc, je me perds un peu. OK, on est là. Donc, si on doit calculer le taux d'endettement ici, le taux d'endettement, c'est le ratio qu'on va utiliser, c'est le ratio entre tout ce qui a été prêté et les fonds propres. Alors, tout ce qui a été prêté, c'est juste. Je vais faire ça, c'est 48,7 moins les 1,7. Ça, c'est le prêt de l'entreprise. Tout ce qui a été prêté. Tout cet argent-là ne lui appartient pas. 47 milliards. Ce qui lui appartient, donc, c'est 1,7 milliard et on fait le ratio entre les deux. Et on arrive à un taux d'endettement de 27,64. Faisons clément, disons 27. Donc, un taux d'endettement de 27 francs. Donc, pour chaque franc engagé par l'entreprise, il y a 27 francs supplémentaires qui ont dû être empruntés pour pouvoir mener l'exercice. C'est-à-dire à quel point l'entreprise est endettée. Et ça justifie en fait pourquoi ils ont eu à faire une dilution de leur capital pour pouvoir se financer parce qu'avec les banques, c'est coûteux. Les banques sont très réticentes maintenant à leur prêter de l'argent. Alors, donc, je reviens ici et le point suivant que je vais aborder, c'est un délai des investissements. Oui. En fait, étant donné que les fonds propres ont fondu à ce point, il y a en fait des obligations légales, donc du point de vue de la loi et des finances, tout ça, qui les oblige à maintenir un niveau minimum de fonds propres.
Donc, avant même, étant donné la situation actuelle de l'entreprise, avant même d'engager des investissements, il faut qu'il reconstitue les fonds propres. Autrement dit, même si par un certain miracle, l'entreprise arrive à avoir un certain apport de capital, sa priorité, ce ne serait pas d'engager des investissements pour atteindre la rentabilité, non. Ce serait de reconstituer les fonds propres. Donc, l'entreprise est, disons, dans un sacré pétrin où elle ne peut même pas agir directement pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Alors, étant donné, enfin, toutes ces perspectives négatives-là, on se demande si l'entreprise a un plan stratégique pour sortir de cette situation-là, pour arriver finalement à la rentabilité. Alors, ce que j'ai constaté ici, c'est... je peux avoir ça, oui. Alors, vous pouvez voir ici les annonces officielles de l'entreprise et vous pouvez voir donc qu'on n'a pas eu, à part les états financiers de 2021, on n'a pas eu de rapport pour le premier trimestre. Alors oui, on a eu un rapport pour le premier trimestre 2022, on n'a pas eu un rapport pour le second semestre, enfin le premier semestre et pour le troisième trimestre. Et bon, étant donné qu'on n'est pas encore à la fin de 2022, donc pour le quatrième trimestre non plus, on ne l'a pas. Donc, on manque d'informations depuis un certain moment et dans toutes les informations qu'on a jusque-là, il n'est précisé nulle part en fait que l'entreprise a un plan stratégique pour arriver finalement à la rentabilité. Donc, pas de plan, littéralement. Tout ça, je n'ai pas besoin de vous dire que en fait, c'est très, très mauvais signe. Donc, en fait, bon, avec le peu de temps que j'ai passé à lire les états financiers de l'entreprise et à les analyser, c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Il fallait investir dans cette entreprise-là. Ce serait un grand nom. Et en fait, on n'a même pas besoin d'aller voir le prix de l'entreprise avant de se prononcer. Donc, c'est un grand nom. Mais on va quand même aller voir le prix de l'entreprise. Alors, sur la BRVM, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur la BRVM, oui, les rapports de 2022 manquent cruellement, à part celui du premier trimestre qu'on a. Et le père de l'entreprise est assez haut, je dirais. Pourquoi je dis assez haut? Parce qu'il est à 10,6. 10,6, je trouve que c'est juste exorbitant pour une entreprise qui a son chiffre d'affaires qui font et son résultat net qui font depuis plus de 10 ans, parce que je n'ai pas eu les informations avant 2012. Donc, littéralement. Donc, disons littéralement que la BFM n'a pas du tout sanctionné l'entreprise malgré ses mauvais résultats. Pas du tout. Et vous pouvez même voir le cours de l'action ici. Alors, je vais faire cours. Le cours de l'action, voilà, vous pouvez voir qu'il est même en hausse. Hein? Depuis août 2022, je vais placer mon curseur, il fait undefined. Mais bon, là, ok, je peux lire ça là. Là, c'est août 2022 jusqu'à nos jours, en fait, l'entreprise, le coût est en train de grimper. Donc là, c'était à 4 987 et de nos jours, c'est autour de 7 000 francs CFA. 7 030 au cours d'aujourd'hui. Donc, 7 030 francs CFA. Donc, oui, la BRVM n'a même pas sanctionné l'entreprise malgré tous ces résultats négatifs-là, en fait. Donc, l'entreprise fait de très mauvais résultats. Un, donc il ne faut pas s'engager. Et deux, le coût est beaucoup trop élevé pour cette entreprise-là, littéralement. Donc, deuxième raison pour ne pas s'engager. Alors, est-ce que les perspectives sont positives? La réponse est encore non, parce que l'entreprise n'a pas jusque-là publié de plan stratégique qui nous indique qu'on peut arriver à la rentabilité dans les prochaines années. Et n'oubliez pas, quand je dis prochaines années, ce n'est pas 2024 ou 2025, non, parce que leur priorité maintenant, ce n'est même pas encore de faire des investissements, c'est de reconstituer les fonds propres. Donc voilà la conclusion à laquelle j'arrive avec le temps que j'ai passé à lire les états financiers de l'entreprise. Et voilà le premier point que je voulais partager avec vous dans ce meet. Donc pour le moment, je vais m'arrêter là et avoir vos avis et questions. Alors dites-moi. Quelqu'un veut partager son avis ou une question?
Bon, bonsoir à tous. J'avais levé la main, j'attendais qu'on me passe. Ah, C'est Bertrand Catch. Merci d'abord pour la présentation et en si peu de temps de fournir pareil contenu. Vraiment, merci beaucoup. Je trouve aussi, pour ma part, que l'entreprise en fait une level un peu mystérieuse parce que, même quand on regarde un peu au niveau des échanges qui se font au niveau de la BFM, pour les quelques fois où je me suis penché sur cette compagnie, j'ai pas vu vraiment plus de 10 à 15 actions échangées. Et pour le peu d'actions échangées, de savoir qu'en l'espace de, je vais dire quoi, peut-être 7 ou 8 mois, que l'action passe de 5 000 presque à plus de 7 000. Bon, c'est quand même assez surprenant, mais je pense que la BMM n'a pas sanctionné le marché, c'est pour cela. Donc, bon, moi, personnellement, c'est une action qui m'a jamais intéressé. Je ne sais pas si à l'avenir va m'intéresser, mais avec ce que je viens d'entendre là, je ne crois pas que je puisse vraiment arriver un jour à avoir l'idée de la mettre dans mon portefeuille. Quoique, il ne faut jamais dire jamais. Donc voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. Merci encore. merci à vous. Allô? Oui, on vous entend. Ok, merci. Donc, en fait, j'ai un ami un ami ivoirien, donc qui investit en bourse depuis qu'il m'avait, parce que cette action m'interpellait un peu. Je remarquais que le cours ne faisait que monter, peut-être depuis juin, mais les volumes sont très très faibles. Maintenant, ce que cet ami, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir les éléments. Ce que cet ami me disait, c'est que Unilever est un peu dans le cas de Nestlé, parce que ceux qui vont se souvenir, Nestlé autrefois ne disait vraiment rien aux gens. Et après, Nestlé a entrepris une restructuration. Donc, Unilever aussi est en pleine restructuration. Ils sont en train de se dessaisir de certaines activités. Et il me faisait comprendre que ils ont commencé à se dessaisir de certaines activités. Et c'est pour ça que les résultats commencent à s'améliorer. Donc, bon, peut-être c'est un cas qui peut être similaire à celui de Nestlé, où si la restructuration réussit vraiment, si la restructuration réussit, c'est une action qui pourra être intéressante parce que Unilever, c'est un peu comme Nestlé, c'est des grandes sociétés et tout. Et donc, je pense que s'ils arrivent à se dessaisir, s'ils se dessaisir au fur et à mesure de certaines activités, maintenant, ce serait peut-être lors de peut-être nos échanges dans le groupe, essayer de se renseigner pour savoir exactement qu'est-ce qui constitue leurs activités, de quoi est-ce qu'ils sont en train de se dessaisir. De quoi est-ce qu'ils sont en train de se dessaisir. Donc, c'est un peu ça. Il faut voir plus. C'est une entreprise qui est en pleine restructuration. Mais c'est étonnant déjà que l'action ne fasse que monter. Moi, ce que je me posais comme question, qu'est-ce qu'il peut justifier que cette action ne fasse que monter lorsqu'on sait que le prix de l'action, le coût de l'action est déterminé par la confrontation de l'offre et la demande, mais qu'est-ce qui justifie que les volumes soient faibles, mais chaque jour, cette action, on la voit, si elle monte, si elle n'est pas statique, elle monte. Mais bizarrement, elle ne baisse pas. Donc, c'est une question que je porte aussi à l'attention de tous les amis. Peut-être pourquoi on essaye de réfléchir. Mais c'est fort possible que dans les années, que ce soit un grand coup à jouer si la restructuration entièrement réussie. Hein. Parce que les actions de Nestlé qui sont passées de 400 à 8 000, presque 8 000 aujourd'hui, ou 8 000, donc personne ne pariait. Et puis Nestlé aussi, vous savez que 2017, 2018, 2019, résultats négatifs. Donc, il y avait un travail qui se faisait. Et aujourd'hui, depuis 2020, depuis 2021 plutôt, le dividende a commencé à devenir intéressant. Donc, je pense qu'elle est aussi dans cette phase-là. Merci. Je vous en prie. Alors, dans le cas de Nestlé, par exemple, comment on peut dire que la restructuration a été réussie littéralement. Mais dans le cas d'Unilever, j'ai beaucoup de doutes parce que je vais vous montrer ici que là, ce qu'ils appellent la transformation organisationnelle, c'est en fait une restructuration littéralement. Ça a commencé depuis 2019 et là, on est en 2022 et avec ce que j'ai lu dans les états financiers, il n'y a littéralement pas d'amélioration des données fondamentales de l'entreprise. Alors, je vais vous ouvrir, je crois que c'est déjà ouvert là, ok. Donc, transformation organisationnelle et l'activité dont ils se sont dessaisis, en fait, c'est une usine, fermeture de son usine de fabrication de poudre à laver, précise à vrai dire. Donc oui, ils sont en pleine restructuration, mais depuis le 2019, depuis bien assez longtemps, et jusque-là, on ne voit pas
le résultat positif de cette restructuration-là, en fait. Maintenant, pour aborder le fait que le coût de l'action est en constante hausse sur le marché, c'est vrai que c'est assez irrationnel, mais ça ne nous étonne pas, en fait, parce que le marché est irrationnel par nature, sur le court terme. C'est exactement ce que dit Warren Buffett, hein, que sur le court terme, le marché se comporte comme une machine de vote. C'est-à-dire, chacun vient donner son avis, et c'est juste son avis, quoi. Ce n'est pas vraiment basé sur des faits ou des trucs comme ça. Mais sur le long terme, comme il le dit, le marché se comporte comme une machine à peser. C'est-à-dire, si l'entreprise vaut 20 grammes, la bourse va vous afficher 20 grammes, littéralement. Donc, sur le court terme, oui, l'entreprise peut faire ses folies, le marché est inefficient, irrationnel, mais sur le long terme, le, ça, la bourse ne va pas mentir, quoi, littéralement. Alors, un autre avis ou des questions? Donc, en un mot, c'est une entreprise assortie de son portefeuille carrément. Oui, si je l'ai, je penserai à sortir. Et si je ne l'ai pas, je m'en éloignerai. Super, merci. Mais pour cet avis de sortir, en fait, le portefeuille là, moi, je me dis que vu que l'action n'est pas en chute, ce serait peut-être, en fait, de laisser dans le portefeuille et voir jusqu'où. Bon, comme on dit, hein, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ne grimpent pas jusqu'au ciel. Donc, attendre jusqu'à ce que ça atteigne cette valeur pic là. Et quand on sent que l'entreprise, en fait, la valeur entend baisser, peut-être là, on peut libérer. Enfin, moi, c'est mon humble avis, quoi. Mais là, ça revient à, comment dire, investir sans conviction. C'est que vous faites juste confiance au marché, en fait. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'action, parce que vous pensez qu'il y a de bonnes perspectives. C'est juste que vous tentez le marché, en fait. C'est littéralement du trading, ça. Oui, mais puisqu'on est toujours dans cette phase en fait d'irrationalité là, je me dis, bah, après, bon, comme je dis, c'est mon humble avis, parce que pourquoi peut-être libérer cette action-là aujourd'hui à 7 000, je sais pas à combien elle est à 7 000, alors que peut-être que l'irrationalité du marché va pousser l'action jusqu'à ce qu'elle atteigne 9 000 ou 10 000. OK. Ah, allô? Allô? Ah oui, je voulais réagir par rapport à ce que disait l'autre intervenant. En fait, le problème avec Unilever, c'est que l'action monte, mais les volumes échangés sont très, très, très faibles. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle peut monter, vous pouvez la voir entre les mains, mais la vente, la liquidité est très, très faible. La vente, c'est tout un problème parce que quand vous voyez les volumes de 5 par jour, 2 par jour et tout, donc vous pouvez la voir, mais ne pas pouvoir l'échanger sur le marché. C'est un peu ça qui est délicat. Autant elle monte sans qu'on ne sache pourquoi, autant aussi l'échanger est très difficile. Merci. OK. D'autres avis? Moi, je voulais un peu donner quelques points sur, par exemple, Unilever. Là, si on regarde la leçon graphique, par exemple, les années où il a rentré à Berlin, quand même, hein, on remarque que le prix était vraiment assez haut pendant ce temps-là. En 2010, où c'était à 48 millions, etc. Bon, je vois que c'est en déclin, quoi. Le prix là, a diminué jusqu'à 7 000 à peu près, jusqu'à 3 500, et puis c'est remonté à 7 000 actuellement. Est-ce on peut pas se dire que après ça va remonter pour essayer de rattraper son prix d'origine ou je sais pas. Donc c'est l'idée que je voudrais savoir par rapport à ça, disons, si on peut toujours le garder dans le portefeuille et espérant qu'avec le temps ça va recroître, quoi. Merci. Moi, personnellement, si je l'ai dans mon portefeuille, je m'en débarrasserai tout de suite. Enfin, c'est une question de perspective, en fait. Si vous avez une perspective plutôt court-termiste, genre quelques mois, un an, vous pouvez essayer ce genre de jeu-là. Mais si vous voyez plutôt long terme et que vous voulez investir, comment dire, avec conviction, vous êtes dans une action parce que c'est des raisons fondamentales,
Je crois que dans ce cas-là, il vaut mieux s'en séparer. Et je crois une autre raison qui justifie que le cours soit en train de monter, que le marché ne l'ait pas du tout sanctionné, c'est le nom en fait de l'entreprise. Unilever, c'est sans conteste un très grand nom. Donc, je crois que les gens sur le marché, ils ne font pas vraiment attention aux fondamentaux de l'entreprise et que juste le nom en fait les pousse à rentrer quand même dans cette position-là. D'autres avis? Oui, je voudrais réagir par rapport à la restructuration. Bon, de l'autre côté aussi, il faut avouer qu'une restructuration, c'est pas ou un ensemble, une restructuration composée d'un ensemble on se dessaisit sur plusieurs activités, n'est pas censé donner des résultats du jour au lendemain. 2 ans, 3 ans, c'est pas suffisant. Hein. C'est des actions de lourdes. Il faut trouver ceux à qui passer les activités et il faut maintenant se recentrer sur certaines activités. Donc, c'est pas une restructuration, ça se fait pas aussi vite. Il faut du temps pour vraiment avoir les résultats quand on doit faire des restructurations. Merci. Oui, vous avez complètement raison. Le 2 ans, 3 ans, ce n'est peut-être pas suffisant pour déjà voir les résultats. Mais en fait, bon, déjà, si on doit classer Unilever dans les 6 catégories suivantes, la classification de Peter Lim, ce serait un turnaround. Et on investit dans un turnaround que si on a une évidence que les perspectives de l'entreprise vont s'améliorer. Et ce n'est pas le cas, justement, comme vous le dites, on n'a pas encore vu le résultat de la restructuration. Donc, en fait, si on doit suivre la stratégie d'investissement, on n'a pas encore le signal pour acheter, quoi. Donc, rien ne justifie pour quelqu'un qui n'a pas encore l'action d'acquérir l'action. Si la personne veut vraiment investir sur le long terme. Maintenant, si la personne veut se laisser tenter par le comportement sur le court terme du marché, ouais, cette personne-là peut prendre position. D'autres avis? Monsieur Burton? Je suis là, mais bon, pour l'instant, j'ai rien à dire. Merci. Ok. Et des questions éventuelles? Tout le monde? Ok. Ok. Donc, je crois on va passer ce premier point-là. Et le second point, enfin, il y a 2 autres points que je voudrais partager avec vous, mais bon, ce n'est pas vraiment des points, c'est des éléments très petits en fait. C'est que je pense, concernant la chaîne YouTube, je pense à changer de nom. Donc, je crois qu'investir en Afrique, ça cible une audience beaucoup trop large. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui veulent investir en Afrique qui seront intéressées par la chaîne, mais ceux qui en particulier veulent investir sur une bourse africaine. On est d'accord. Donc, je suis en train de penser à revenir à l'ancien nom, M. BRVM, mais je me demande si ça ne fait pas trop prétentieux de s'appeler M. BRVM. Donc, je voudrais vos avis en fait. J'ai Bon, pas bien après, saisi la question. Ok, donc le deuxième élément, ça concerne le nom de la chaîne. Donc, actuellement, le nom de la chaîne YouTube, c'est Investir en Afrique. Mais je suis en train de penser à changer ce nom-là et je cherche vos avis. Et la raison pour laquelle je pense à changer ce nom-là, c'est que je crois qu'investir en Afrique, ça cible une audience beaucoup trop large. Parce qu'en réalité, ce que nous voulons dans notre communauté, ce n'est pas des gens qui veulent investir en Afrique, c'est plus spécifiquement les gens qui veulent investir sur des bourses africaines. Donc, investir en Afrique, je crois que ce n'est pas le bon nom à avoir.
Donc, je veux revenir, je pense à revenir à l'ancien nom, qui était Monsieur BRVM. Mais non, je crois que ça sonne un peu trop prétentieux que de s'appeler Monsieur BRVM. Donc, quels sont vos avis? Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit prendre comme nom éventuel pour notre communauté? Allô? Oui. Moi, je pense que bon, c'est pas trop prétentieux, hein. Mais déjà, comme vous avez dit, c'est pour investir dans la bourse africaine. Bah, donc, si vous dites Monsieur BRDM, bon, c'est seulement la BRDM dont vous parlez. Peut-être, est-ce que vous ne voudrez pas aussi aborder les autres bourses d'Afrique que, bon, si ils sont en train de faire la fusion, bon, de nous permettre à tous de pouvoir payer sur les autres bourses, acheter, etc. Est-ce que vous n'avez pas abordé ça après? Donc, si c'est seulement M. BRDM, peut-être que ça va vous limiter, ou bien vous serez obligé d'acheter une chaîne, je ne sais pas. Mais bon, à mon avis, M. BRDM, c'est déjà pas mal, c'est pas prétentieux. Maintenant, on pourrait essayer de trouver ensemble d'autres noms si vous voulez. Enfin, je trouve que c'est déjà bien. Ok. D'autres avis? Bon, je dis déjà merci de nous associer au choix de, enfin, à cette réflexion. C'est clair que investir en Afrique, c'est assez vague parce que bon, on peut investir de plusieurs manières en fait en Afrique. Il y a l'immobilier, il y a la bourse et j'en passe pour ne pas trop citer. Donc, si on veut garder BRVM, je pense que la réflexion du dernier intervenant est juste, vu que là, avec le projet Alep, on pourra, d'autres même, je pense, enfin, on pourra d'ici peu pouvoir investir dans les autres bourses, donc dit BRVM. Mais après, n'oublions pas que je pense que 95%, pour ne pas dire 98% des interventions, c'est vrai que c'est de façon générale, bourse avec les différents aspects, mais c'était vraiment spécifique à la BRVM. Donc, bon, si on veut garder BRVM, peut-être, pourquoi ne pas peut-être dire, parlons BRVM ou bien les amis de la BRVM ou bien peut-être la bourse en Afrique. Ce serait peut-être aussi des pans de réflexion, quoi, de titres. On pourrait peut-être voir. Donc, je me suis non. Les amis de la BRVM, parlons BRVM, ou bien réfléchissons bourse en Afrique. Bon, je sais pas. Ça pourrait peut-être être des orientations. Voilà un peu. Ok. D'autres avis? Peut-être faire un panel et puis essayer de lister, comme Bertrand vient de le dire, c'est-à-dire que on pourrait peut-être faire une liste et là même dans le groupe, parce que là aujourd'hui, je pense que tout le monde n'est pas connecté. Ce serait peut-être de voir des idées, d'avoir des idées de noms et puis faire comme un petit sondage dans le groupe WhatsApp. Et c'est sûr qu'on va pouvoir sortir quelque chose. Là, à chaud comme ça, c'est un peu, enfin, moi personnellement, c'est un peu à chaud, je peux pas vraiment intervenir de cette façon-là, mais si par exemple on a des éléments, peut-être qu'on pourrait faire un petit sondage dans le WhatsApp. C'est sûr on va finir par trouver le nom véritable. Mais là, à chaud, c'est un peu plus difficile pour moi. Ok. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire. On va faire un sondage dans le groupe. Et comme ça, on aura plus d'avis. Je crois que c'est la meilleure solution. Et le troisième point que je voulais aborder, en fait, il y a une demande. Il y a une certaine vidéo. Je vais mettre le lien de la vidéo soit dans le chat, non, je crois, pas, dans le groupe. Et ce que je vous demande, en fait, c'est soit de liker la vidéo, soit de laisser un commentaire pour que d'autres investisseurs qui ne sont pas encore dans la communauté parviennent à voir cette vidéo-là. Parce que c'est à ça que YouTube réagit littéralement, au like et au commentaire, le taux d'engagement avec la vidéo. Donc, pour que d'autres investisseurs sur la BFM arrivent à voir cette vidéo-là et rejoignent en fait le groupe en masse. Donc, c'est juste une demande. Donc, à la fin, je vais mettre le lien
Ok, le lien est dans le chat et je vais quand même le mettre aussi dans le groupe WhatsApp. Alors, je crois que c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans ce Meet. Est-ce que quelqu'un a un sujet particulier dont il voudrait qu'on discute ou une question? Euh, Si tu permets, est-ce qu'on peut revenir sur... ça a failli faire une petite polémique là. Ta dernière vidéo sur l'IPO d'Orange, selon l'information qu'il n'y aurait certainement pas de dividendes. Et puis bon, je pense que ça chauffait un peu le groupe là. Est-ce que bon, on a des détails ou des choses ou est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Parce que je pense que les SGI ont commencé à envoyer des messages selon lesquels les titres seront livrés la semaine prochaine. Et puis, je pense que de façon globale, on sait que tout est clôturé là pratiquement. Donc, est-ce on a du nouveau? Voilà. De mon côté, je n'ai aucune nouvelle information par rapport à ça. Je ne sais pas si les autres participants ont reçu de nouvelles informations. Bon, moi, personnellement, j'ai écrit à ma conseillère au niveau de BC Bourse et elle n'a pas confirmé l'information. Elle-même, elle était surprise que je pose cette question-là parce qu'en interne, il n'avait pas en fait l'information. Bon, elle a dit qu'elle allait me revenir, donc je pense que d'ici mercredi, par là, j'aurai son retour et éventuellement, je vais le signifier dans le groupe WhatsApp. Donc, voilà un peu. Ok. D'autres réponses ou d'autres questions éventuellement? Oui, une autre question. Quelqu'un a publié dans le groupe WhatsApp là, une information sur Palmsy, là. Je sais pas si il y a un déclic là pour ça ou l'action va plonger. Alors, je crois que je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce que ça disait? Bon, bon, en fait, c'est au niveau ici de la production du biogaz en Europe. Euh, L'huile de palme représentait 23% de la production. Donc, au niveau de l'Europe, ils veulent en réduire cela et ils veulent passer de 23% à 9%. Donc, il va sans dire qu'il y a quand même 14% d'huile de palme qui ne seront plus achetées par ces entités, ces entreprises en fait européennes là. Donc, c'est clair que c'est une information qui n'est pas à négliger. Maintenant, après, est-ce que ça va impacter le prix? Forcément, parce qu'il faut que les producteurs et puis les chaînes de distribution réfléchissent à comment est-ce qu'ils vont écouler en fait cette différence de 14% là, qui n'est pas à négliger si on veut ramener ça en fait en tonnage. Donc, je me dis que c'est une information importante. C'est un peu comme Solibra qui perd la licence de Coca-Cola. Donc après, je me dis voilà. Donc, on verra bien d'ici là comment le marché va réagir, mais c'est forcément 13% qui ne sont pas à négliger, quoi, en moins par rapport par rapport à un client potentiel qui était le marché européen. Je vois. Ouais, clairement, c'est une information capitale. D'autres avis ou d'autres questions? Ben encore moi, je voulais faire une autre proposition. Je sais que dans certains groupes, ça fonctionne en mode, comme on le fait déjà sur le groupe WhatsApp. Je voulais lancer l'idée, est-ce qu'on pourrait faire comme un club des amis, des investisseurs, où véritablement, parce que ce que j'ai remarqué dans le groupe WhatsApp, on lance souvent des titres et puis bon, chacun commente et tout ça. Mais véritablement, est-ce que en restructurant peut-être le groupe WhatsApp ou je sais pas sur quel aspect, ben ça permettrait peut-être à chacun de nous de réfléchir là-dessus. Même si c'est pas nécessairement payant, mais quelque chose qui fera en sorte que lorsqu'on, par exemple, on y met, parce qu'il y a beaucoup qui mettent de bonnes idées, il y en a qui envoient des sujets pertinents. Donc, avec le club des amis des investisseurs, par exemple, on se dirait, OK, et je pense que quelqu'un dans le groupe a mentionné cela, qui n'est pas spécialiste, par exemple, en analyse technique, des choses comme ça.
on pourrait peut-être voir si on est un club d'amis, décider véritablement sur les actions sur lesquelles on pourrait aller. D'accord? On se dit, OK, guys, ben, voilà, on a repéré, par exemple, 2 ou 3 ou 4 titres. Donc, cette semaine ou ce mois-ci, je pense qu'on peut aller sur ces titres-là. Et ensuite, si parmi nous, effectivement, selon nos connaissances, ben, c'est un titre, c'est maintenant l'occasion de sortir, des choses comme ça. Enfin, je voulais mettre un peu cette idée selon laquelle on pourrait peut-être renforcer davantage le groupe pour faire en sorte que ça devienne véritablement un club d'investisseurs au lieu que ce soit seulement des choses où on vient, on émet des idées et puis bon, finalement, il n'y a pas véritablement de décision prise. C'est vrai déjà ce que tu fais, c'est énorme, c'est très apprécié parce que le faire de cette façon, sans qu'on ait à faire une contribution. Mais si on rend ça beaucoup plus fort en étant réellement un club d'investisseurs, où réellement on peut aller rechercher tous du cash, parce que je vois que dans le groupe, ça fait rire là, certains disent oui, je veux devenir milliardaire, mais oui, on veut devenir milliardaire, mais ça nous prend que véritablement on doit aller, ça doit être un véritable club où on ressort des choses pour que chacun réellement en bénéficie. Donc voici un peu une autre idée que je mets sur la table, comme celle que j'avais mise la dernière fois. C'est d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que j'essayais de dire lorsque j'ai parlé par rapport à ta belle vidéo sur Peter Lynch avec ses différents éléments, les 6 catégories, ça pourrait nous permettre véritablement de renforcer le club pour que ce soit un véritable club d'investisseurs. Donc, voici un peu ce que je voulais rajouter. Merci. C'est vrai que c'est très intéressant comme idée. Et bon, ce que je pense, moi, c'est, ouais, dans le groupe, c'est plusieurs profils qu'il y a. Il y a des gens qui ne pensent que court terme, il y a des gens qui ne pensent que long terme, et il y a des mix. Donc, en fait, pour arriver à créer ce genre de groupe-là, où on a des gens qui pensent de la même manière, en l'état, avec le groupe en l'état, je crois qu'on ne pourrait pas le faire. Peut-être une manière de le faire, ce serait de créer plusieurs autres petits groupes et suivant les orientations de chacun, l'individu saura vers quel groupe il faut aller. S'il faut aller vers les traders, ou bien s'il faut aller vers les investisseurs long terme, ou bien vers ceux qui sont un peu au milieu. Mais sinon, en l'état, je ne crois pas que tout le monde sera d'accord pour prendre les mêmes positions sur le marché, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ouais, merci. Je salue l'idée enfin, j'ai pas le prénom, le nom, pour son idée. C'est clair. Mais après, je me dis que celui même qui est l'admis de ce groupe-là, en l'occurrence, monsieur Sapop, lui, c'est un lanterniste et il n'a pas, en fait, manqué de dire que tout ce qui était analyse technique par rapport au coût thème, enfin, il s'est pas encore penché là-dessus. Je disais qu'il a la possibilité, il a les moyens, s'il essaie de se restructurer personnellement. Sinon, l'idée, elle a salué. Maintenant, après, quand on parle de club, je pense qu'on ne pourra pas forcément, nous sommes 120, je pense, si je ne me trompe pas, dans le groupe WhatsApp, mais on ne pourra pas forcément avoir tout le monde qui vont adhérer parce que nous sommes à différents niveaux. Donc, parce que jusqu'à hier, il y a des gens qui vont encore qui posaient des questions de savoir comment est-ce qu'on ouvre une SGI, tout ça. Tout ça, c'est bien. Ça fait que le groupe, il est assez homogène. Donc, je pense que s'il y a déjà même 5, 10, 15 personnes qui se disent que, bon, ces autres orientations-là qu'on veut prendre, pas parce qu'on veut détourner l'idée principale, la vision principale de M. Soro, qui était de vulgariser, en fait, parce que je pense que c'était ça à la base, vulgariser cette, cet amour-là de l'investissement au niveau de la bourse, en l'occurrence la BRVM. Maintenant, en dessous, pas parce qu'on veut faire, on veut faire en fait un sous-groupe dans le groupe, mais je pense que ce serait pas mauvais. Parce que investir sur le long terme, oui, c'est bien, mais pourquoi pas, et ça va aussi affiner en fait les connaissances, parce que là, chacun à son niveau a ses connaissances, et ça pourrait permettre aussi peut-être de redéfinir en fait les connaissances, parce que comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Donc moi, je pense que dans un premier temps, peut-être pas le faire de façon monnayer cela, mais on peut faire en fait des simulations. Et je pense que si on se donne un petit temps, par exemple un trimestre, on est peut-être 10, 15, 20, qu'est-ce que vous pensez de ces titres-là? Et puis bon, on se dit, bon, admettons qu'on ait peut-être investi X somme dessus, voir avec ça et avec en fait la pertinence de
ces moyens de calcul là, de choses qu'on pourrait peut-être, enfin, à l'avenir, se projeter. Mais sinon, l'idée, elle a salué. Et je pense que ce serait intéressant de le faire. Et puis voilà, quoi. Après, pourquoi même ne pas même créer un groupe, un club d'investissement dans une SGI et moi, je suis sûr que ça va faire mouche parce que dans le groupe, il y a vraiment de la matière et ça, c'est à saluer. C'est vrai que de temps en temps, moi-même, je participe, on essaie de détendre un peu l'atmosphère, tout ça, mais après, on reste sérieux. Je pense que dans le groupe, il y a du potentiel. Il faille sûrement qu'on adopte cette vision-là, mais comme je dis, pas se détourner de la vision première qui était de vulgariser, de vraiment promouvoir cet amour-là pour la bourse parce que il est clair que investir aujourd'hui en bourse, tu es tranquille, quoi. Moi, je prends pour mon cas, moi, j'ai eu à investir au niveau des transports dans pas mal de choses avec la famille, mais c'est des casse-têtes. Quand tu regardes après pour ce que tu as investi, pour le retour que tu as, c'est pas forcément en bourse aussi, on perd, c'est sûr. Mais je vais dire là, si je dois perdre, je suis le seul responsable de mes choix et j'assume. Je ne suis pas dépendant de l'humeur ou de l'état d'esprit d'une tierce personne. Même si c'est vrai qu'on est dépendant de l'humeur du marché. Donc voilà, donc vraiment l'idée à saluer. Je pense qu'on va essayer de voir développer cela. Mais bien sûr, on ne pourra pas faire adhérer toutes les personnes. Parce que là, il y en a qui n'ont même pas encore ouvert de SGI, qui ne savent même pas comment choisir un titre, tout ça. Ces personnes-là vont nous suivre. Mais pour l'instant, je pense que si déjà on peut être même déjà 10, 15, moi ça va faire moche et je suis confiant. Voilà un peu. Ok. D'autres avis? Ok, oui, mais je Chorou, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la stratégie des tortues? Ça, c'est pour faire du scalping ou bien ce genre de truc-là, non? Pas nécessairement du scalping. Donc, l'idée selon laquelle, parce que en lien avec ce que Burton vient de dire, euh, c'est-à-dire mais je vais partager la vidéo dans le groupe encore pour voir si, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà entendu parler, où on avait réuni 23 personnes à peu près qui n'avaient aucune, il y en a qui n'avaient aucune connaissance de ce que c'était un marché boursier, des choses comme ça. Et puis par la suite, il y avait quelqu'un derrière, deux personnes derrière, deux investisseurs chevronnés qui ont guidé ces personnes-là. Et puis ça fait mouche là, comme le dit Boutoun, là. Et donc il y en a qui ont réussi à réaliser pas mal de revenus. Oui, ça peut aller du scalping à pas mal de choses, mais c'était surtout par rapport aux décisions éclairées et faire surtout comprendre que on, on peut ne pas être nécessairement, ne pas avoir nécessairement de connaissances dans ce domaine, mais si les stratégies sont mises en place par rapport à un certain nombre de choses, oui, le citoyen lambda peut forcément aller investir en bourse et gagner de l'argent. Je vais essayer de partager la vidéo dans le groupe et puis ensuite, peut-être que ça va encore renforcer l'idée derrière laquelle j'essaie d'amener le groupe par rapport au fameux club des investisseurs. Ok. C'est très, très intéressant. Alors, je vois qu'on est 11, mais il n'y a que les mêmes personnes qui parlent. N'hésitez pas, vous pouvez parler, comment dire, ouvrir votre micro et partager vos avis. La dernière fois, on était plus nombreux. Est-ce que c'est pas à cause de l'heure aussi? Peut-être que, parce que là, j'ai vu dans le groupe chat tout à l'heure, dans le WhatsApp du moins, c'était 17 heures. Finalement, il y a un qui a fait la demande pour 14 heures. Bon, enfin bref, je sais pas, peut-être qu'il y a tout ça aussi. Ça aussi, c'est des choses qu'on pourra voir pour véritablement trouver à arrimer une heure qui va, bon, pas nécessairement correspondre à tout le monde, mais peut-être qu'en ce moment, parce nous sommes 120 dans le groupe. Et si on fait les 1000, qu'on se retrouve à 10, bon, donc ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont pas disponibles en ce moment-là. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on doit y penser. Oui, absolument. Il faudrait qu'on ait une heure standard. Oui, une heure standard avec le jour standard. Et puis, ouais, je pense que ça devrait, ça se fait déjà ailleurs. Donc, on pourrait peut-être en ce moment-là, il y aurait plus d'engagement aussi.
Ok. Alors, d'autres avis, d'autres questions? Pour, pour un avis, là, en fait, aujourd'hui, on a fait le cas spécifique d'Unilever. Donc, ce serait bien pour moi. Après, c'est une doléance qu'on essaie de voir, pas forcément chaque week-end, mais au moins par mois, de façon mensuelle, on choisit trois titres, peu importe lequel, et on essaie de débattre un peu là-dessus, comme on l'a fait pour Unilever. Ça serait peut-être bien. Parce que de façon directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, ça permet d'ajuster les, les choix, puisque c'est clair que chacun à son niveau, en fonction des connaissances qu'on a pu acquérir, là, on essaie de prendre des décisions, des choix. Donc, ça peut-être renforcer une décision qui devait être prise même, peut-être un ordre d'achat qui aurait pu être pris ce lundi ou au courant de la semaine, là, tu te dis, ah, mais tiens, en fonction de l'échange que je viens d'avoir avec le groupe, je pense que je vais peut-être soit attendre ou soit me positionner ou renforcer. Donc, ce serait sympa qu'on essaie de... Et je pense qu'en faisant ça, ça va aussi créer cette discipline-là. Puisque je pense que pour celui qui essaie de suivre, en fait, le travail que vous faites, et là, c'est à saluer, je pense qu'on ne finira jamais de saluer cela. D'abord, la société, la définir, la présenter, le secteur d'activité, et ainsi de suite. Donc, de façon inconsciente, ça sera tellement implémenté dans l'esprit de chacun. Donc, pour celui même qui refuserait même d'avoir cette méthode-là, il ne pourra pas, en fait, s'en démarquer. Là, ça serait ancré. Et je pense que c'est ce message-là de pédagogue que vous essayez, en fait, de faire. Et voilà, donc, chaque semaine, choisir un titre, présentation, pourquoi il serait peut-être intéressant d'acheter, pourquoi pas, et ainsi de suite. Ça serait super sympa. Après, comme je dis, c'est une doléance. Donc voilà. Oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. Chaque samedi, il y aura au moins une entreprise comme ça qu'on va essayer d'analyser ensemble. Ensuite, on pourra compléter avec d'autres points. Oui, Mike? Oui, oui, c'est ça. Donc, ça revient à ce que j'étais en train de dire tantôt. Donc, finalement, je vois qu'on commence à se rejoindre. C'est pour ça que je parle de club des investisseurs. Parce que là, en ce moment, effectivement, si on a cette discipline-là, il est clair que, parce que faut pas qu'on se le cache. Au-delà de l'apprentissage que tu mènes, tout ce beau travail qui est fait, c'est tous ceux qui viennent aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir prendre une décision éclairée pour pouvoir dire, OK, comment j'engage mes fonds sur tel titre, right? So, donc, le fait de pouvoir aller vers cette tendance-là fera en sorte que il y aura cette discipline qui fera en sorte que qu'on le veuille ou pas, avec toutes les informations qu'on pourra avoir, ça pourra effectivement donner des munitions, des cartes pour dire, OK, ben, ça c'est un titre sur lequel vraiment on doit y aller ou pas, ou de façon globale, à observer des choses comme ça. Donc, ben là, je salue aussi cette idée et puis bon, ça rejoint un peu tout ce que je suis en train de dire aussi. Absolument. Je vois qu'il y a des gens qui ont levé la main. N'hésitez pas à activer votre micro et parler. Bon, depuis le début, j'ai pas. Je voulais intervenir par rapport à Unilever. Si vous voyez par exemple son niveau de flottance, c'est 0,22%. D'après un document que la BRVM a publié, son flottant, c'est 0,22%. Ce n'est pas le même flottant comme pour Nestlé qui est à 20,04. Donc, du coup, ceux qui ont des positions sur Unilever, par exemple, ne sont même pas nombreux. Et il n'y a que, bon, 0,22%, ça dépend du nombre de titres que la société, du titre que la société a. Et si on prend les 0,22%, ça fait 19 792 titres. Et c'est pas du tout beaucoup. Donc, je pense que peut-être c'est pour ça que il n'y a pas vraiment de transactions sur le titre. Et même lorsque tout va mal, bon, je pense que ces personnes-là qui détiennent ça, la quantité est tellement peu. Et bon, ils sont là et ils veulent pas forcément liquider. Voilà. Mais bon, pour certains, peut-être qu'ils veulent liquider. Il y a d'autres. Même avant ces derniers jours-là, moi, je voyais au niveau de Unilever en temps, dans les mois de juin, juillet, comme ça, il y avait des gens qui émettaient des ordres comme
ils veulent acheter 3 titres, par exemple, au marché. Bon, il y a des gens qui essayaient de voir, mais est-ce que vraiment je ne sais pas si c'est de la curiosité ou je ne sais pas, mais il y a des gens qui essayaient de voir, bon, qu'est-ce qu'il y a, et puis les gens ne font pas les transactions sur le site. Il y a des gens qui émettaient des autres comme ça. 3 titres au marché, 10 titres au marché, pour essayer de déclencher quelque chose. Donc, c'était quand même ce que je voulais dire par rapport à lui. Ok. Là, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je suis en train de voir le flottant qui a été mis sur Sika Finance. C'est de 10,02%. C'est bien le même chiffre que tu disais ou bien j'avais entendu 0,02. Sur SICA, c'est 10,02. Mais il y a un document que la BRE a publié. Ils ont donné le flottant de chaque société. Là-bas, c'est 0,02. Ça datait de quelle année? Et cette année, ça a été publié. Ah, Je 0,02. vais t'envoyer ça. Ok. Je suis allé le vérifier pour voir si vraiment. Voilà. Donc, ça a été publié le 10 octobre 2022. Ah, c'est récent ça. Donc, ils ont mis flottant des sociétés cotées à la BRVM du 31 décembre 2021. Si tu es sur ton ordinateur, tu peux partager ton écran. Non, je suis sur mon téléphone. Ok. Mais je vais envoyer ça dans le. Ok. Et en fait, ça encore, c'est un autre signe négatif pour Unilever. Parce que même en considérant le meilleur des cas où ils sont vraiment à 10,02%, on n'en a pas la certitude, et même s'ils étaient à 10,02% de flottant et que les tests de l'AMF veulent que le flottant soit à 20% au moins, ça veut dire que l'entreprise va devoir faire une nouvelle dilution, donc émettre de nouvelles actions. Et émettre de nouvelles actions, ça veut dire diminuer la valeur des actions actuelles. Donc, encore, pour quelqu'un qui a déjà ces actions-là, c'est une perte de valeur littéralement. Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas encore l'action, conseil de tenir à distance. Bon, là, actuellement, j'ai partagé le document. C'est un fichier PDF. Bon, je viens de publier ça dans le groupe. Ok. Je vais voir rapidement. Oui, effectivement, je lis 0,22%. Ouais. Alors, donc, de toute évidence, je crois que le chiffre ici sur Sika Finance n'est pas correct. Et oui, ça pourrait très bien expliquer le fait que l'action soit en train de monter. Parce qu'en fait, les quantités sont trop faibles. Donc, n'importe qui peut faire littéralement monter le coût de l'action juste en émettant un ordre où il veut acheter à un prix supérieur, légèrement supérieur même au prix actuel sur le marché. Donc oui, ce serait une raison qui explique le comportement actuel de l'action.
Alors, Oui, c'est sûr. Merci vraiment pour le partage de ce document-là parce que je pense que c'est une question qui préoccupait plus d'un. Donc au moins aujourd'hui, on a à travers ce document-là l'explication. Merci encore. je vois Monsieur Achille aussi qui avait levé la main. Non, c'était une vieille main, merci. C'était une vieille main. Ouais. Ok. Alors, un avis en particulier ou une autre question? Oui, excusez-moi. Moi, je voulais proposer par rapport à Monsieur la Lassina, vente, quoi. on, on a du mal à vous entendre. Vous pouvez parler un peu plus fort? Ok. Vous m'entendez bien maintenant? Oui, c'est mieux. Allô? C'est mieux. D'accord. En fait, je posais la question, c'était par rapport à et quand on vend l'action, bon, si on a l'action, quand ça monte, et quand on vend, c'est en ce moment qu'on fait bien sûr le profit et tout. Mais je voulais savoir comment vous vous définissez en fait, à quel moment vous vendez, et quelle est la stratégie que vous avez adoptée. Par exemple, je voulais juste donner un exemple. Dans mon cas, par exemple, bon, je suis rentré un peu dans la bourse il n'y a pas longtemps. Et j'avais à l'époque payé en fait Uniwax et puis Coris Bourse en ce moment. Et j'avais vu Nestlé et tout ça. Bon, j'avais pas pris en fait. Donc, je savais qu'avec Uniwax et puis ça allait monter après. Bon, c'était mon analyse à ce moment. Et ça avait fait environ 200%. Mais par rapport à Nestlé, par exemple, ça a fait plus de 1000%. Donc, j'avais un peu de regret et tout ça. Mais j'ai vu que Uniwax allait baisser après. Donc, j'avais vendu. Mais je me suis dit aussi que comme Nestlé avait fait plus de 1000%, ça allait baisser aussi après. Et puis là, j'allais pouvoir acheter et puis bon, profiter un peu des biens. Et puis genre, ça allait remonter après. Mais actuellement, je constate que Nestlé continue de monter. Donc, quelque part, ça me fait toujours mal. Donc, je voulais savoir, dans le cas où j'avais vendu les Inuits, j'avais raison. Mais dans le cas de Nestlé, par exemple, ça n'a pas baissé en tant que tel, ça continue de monter sur l'ancienne période. Donc, je ne sais pas comment vous définissez ça en fait, le moment ou bien quels sont les signaux, c'est vrai qu'il faut voir l'actualité et tout ça. Mais je ne sais pas quel est le petit plus de votre côté, quoi. Et si vous avez quelques partages de connaissances. Merci beaucoup. Alors, pour sortir d'une action, déjà sortir d'une action en soi, c'est, disons, cette décision est un peu plus difficile que la décision de prendre position dans une action. C'est pas moi seul qui le dis, Warren Buffett, ils sont tous d'accord sur ce point. Mais euh, le premier signal, c'est quand les raisons qui nous ont poussés à acheter cette action-là, ces raisons-là n'existent plus, tout simplement. Ou ces raisons-là existent toujours, mais elles ne sont plus valables. C'est-à-dire que le contexte a changé. Donc, et donc, tout va dépendre de la catégorie de l'action. Donc, pour une phase grower, par exemple, on veut une entreprise en pleine croissance. Donc, si on arrive à un niveau où la croissance de l'entreprise s'arrête, l'entreprise ne croît plus autant qu'elle croissait, ça veut dire que la raison qui nous a poussé à acheter cette entreprise de la croissance, la raison, elle a disparu. Donc, pour nous, c'est une raison pour sortir justement de cette position-là. Alors, ou bien si c'est un turnaround et que on a une évidence que les perspectives de l'entreprise vont s'améliorer et qu'ensuite on apprend une nouvelle qui insinue le contraire. Donc, par exemple, disons qu'il y a, par exemple, on dit que l'État a fait quoi? Décide, par exemple, de ne pas collecter les impôts sur telles entreprises de tel secteur pendant tel nombre d'années. Hein. Et ensuite, on entend quelques mois plus tard que l'État décide maintenant que la décision selon laquelle on interdisait l'importation des produits de la concurrence dans le pays, que cette décision a été annulée maintenant, qu'on autorise maintenant cette importation-là. Donc, vous voyez que ces décisions sont contradictoires pour les perspectives de l'entreprise en question. Donc, pour un turnaround, ce serait une raison pour sortir de la position ou bien pour un cyclical, non, pas un cyclical, un asset play par exemple. La raison pour laquelle on entre, c'est quoi? C'est qu'on a constaté un décalage entre les actifs de l'entreprise et le prix sur le marché. Donc, l'entreprise, les biens immobiliers, les actifs, euh, bref, tout ce qui est tangible dans le bilan de l'entreprise
vaut normalement plus que ce qui est la valorisation de l'entreprise sur la BRVM. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on est entré. Maintenant, si on apprend par la suite que le management prend des décisions qui ont tendance à réduire ce gap-là, ou bien que l'entreprise, pendant les 5 dernières années, ou bien peut-être même les années qui vont suivre, peut-être qu'on a une perspective des résultats de l'entreprise. Si on apprend que les résultats seront négatifs, que l'entreprise a fait des pertes, ça veut dire que ce gap-là va pas se réduire. Et donc, c'est une autre raison, en fait, la raison principale pour pouvoir sortir d'un asset play. Alors, pour un cycle école, je ne trouve pas de raison de sortir, de raison, je veux dire, intrinsèque. La raison, elle serait plutôt extrinsèque, c'est-à-dire, comment dire, déterminée par l'environnement extérieur. On est littéralement à la fin d'un cycle ou bien au début d'un autre cycle. Donc, ce serait une raison pour entrer ou pour sortir. Là, c'est plutôt facile. Je dis facile, mais enfin, pouvoir, comment dire, prévoir les cycles en soi, il faut vraiment être imbibé dans le domaine pour avoir ce genre de connaissances-là. Donc, c'est un peu plus facile pour ceux qui sont dans le secteur, on va dire. Alors, quelle catégorie j'ai loupé? Les slow growers, les stalwarts, c'est presque comme les fast growers, ce n'est pas bien compliqué. Donc, pour résumer, en fait, nous sortons d'une action quand les raisons qui nous ont poussé à rentrer dans l'action n'existent plus ou bien elles existent toujours, mais elles ne sont plus valables. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Alors, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Une question, un avis? En fait, ce que moi je voulais aussi ajouter, c'est que bon, l'intervenant a dit pas deux ou pas trois fois qu'il regrettait n'avoir pas acheté Nestlé. C'est clair que c'est une attitude qui est normale, mais il faille qu'il laisse un peu plus de cran pour se défaire de ça parce que tout au long de notre vie boursière, on ne sera pas toujours amené à choisir les meilleures actions. Et je pense que c'est le challenge de chacun. Et dans le groupe, j'ai eu à dire une fois que on est tous actuellement en train de chercher le prochain Nestlé. Et donc, c'est pas utopique, c'est peut-être un rêve, mais il faut pas qu'il se dise que non, il a raté. Il n'a pas acheté Nestlé au moment où il devait acheter, c'est pas grave, mais les opportunités au niveau de la bourse, dans une vie de boursier, il y en a toujours. Donc, si on a raté l'opportunité en 2021 ou en 2022, si on a les moyens, les capitaux disponibles, il se peut qu'en 2025, on choisisse une action et que ça fasse mouche, quoi. Donc, voilà. Donc, comme M. Soro l'a dit, je pense que c'est le challenge de chacun de savoir à quel moment sortir. Mais moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'au-delà de ça, on a ce tableau-là Excel qui, je pense, qui est disponible aussi sur la toile, qui permet en fait de comparer les pertes et les gains. Donc, si je suis en perte par rapport à une action, au-delà de ce qui m'a peut-être poussé pour acheter l'action, et que si j'ai des opportunités, peut-être de façon directe, ou bien comme l'idée actuellement est en train d'être émise dans le groupe de créer un club d'investissement. Donc, si déjà l'idée est émise pour dire, ah, les amis, il se peut que cette action-là soit intéressante, penchez-vous là-dessus. Donc, si je sais que je suis en perte par rapport à une action de 5%, je vais dire, et que en vendant ces actions-là, je puisse me positionner sur une autre action qui va me permettre d'avoir du 10%. Donc, déjà, largement, je vais compenser ces pertes-là parce qu'une perte, elle est latente, comme on le sait, tant qu'on n'a pas encore vendu. Et c'est quand on vend même que cette perte-là est avérée. Donc, après, il y a cela, il y a une information qui peut sortir en fonction des groupes où nous sommes actifs ou pas. Et on se dit, bah, tiens, vu que je n'ai pas de liquidité, je libère telle action. Bien, peu importe les raisons qui m'ont poussé à l'acheter, mais parce que j'estime qu'en achetant une autre action, c'est l'action-là de façon ponctuelle. Mais là, après, ça rentre dans ce cas du trading chez autres, là. Donc, c'est un peu. Mais il ne faut pas qu'il regrette parce que on sera toujours amené, en fait, à regretter parce que on serait passé à côté d'une action et voilà. Donc, c'est un peu l'apport que je voulais envoyer. Merci.
Oui, en fait, c'est très important ce que tu viens d'ajouter là, le fait de ne pas regretter d'avoir manqué une opportunité. Et c'est un truc dont Warren Buffett parle très souvent. Il dit l'investissement en bourse, ça ressemble beaucoup au baseball. En ce sens que dans le baseball, en fait, bon, je veux dire, ça a une différence majeure avec le baseball. En ce sens que dans le baseball, comment on dit, le batteur, celui qui bat, il a l'obligation hein, de battre à la troisième fois, s'il n'a pas battu les deux premières fois. Donc, on lui a lancé la balle une première fois, il n'a pas battu, une deuxième fois, il n'a pas battu. Si la troisième fois, il n'a pas battu, on dit strike. Et donc, il est éliminé. Donc, la différence qu'il essaie de faire, c'est pour dire, en fait, en bourse, on n'a pas cette obligation-là. Vous pouvez avoir une opportunité d'investissement, vous l'avez loupé. Vous pouvez avoir une seconde opportunité, vous l'avez loupé. Une troisième, vous l'avez loupé. Une quatrième, vous l'avez loupé. Vous n'avez pas de call. En baseball, on appelle ça call. Vous n'avez pas de call, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'investir sur toutes les opportunités. Et il dit une seconde chose qui est très importante, c'est une seule opportunité en bourse peut faire votre carrière, littéralement. Une seule opportunité peut vous rendre riche au-delà de votre imagination. Donc, en fait, ce n'est pas la quantité d'opportunités qu'on a perdues, mais si on arrive juste à en saisir une seule, c'est que c'est terminé, quoi, c'est bon. Allô? Oui, Oui, je pense que bon, mon expérience en est sortie. Je me dis qu'à tout moment, les opportunités reviennent, hein. Même Nestlé, quand vous regardez, ça fait pas longtemps, il y a un moment où, mais c'était un peu difficile d'en avoir. On pouvait en avoir à 6 000, peut-être il y a 2 semaines, mais c'était très difficile. Parce que maintenant, par exemple, c'est monté à 8 000. Effectivement, on regrette toujours. Moi, par exemple, j'avais à peu près près de 130, plus de 130 actions Nestlé. Je m'en suis débarrassé, j'ai fait du bénéfice, mais je me suis rendu compte que c'est monté même à 8 000 maintenant. Parce que je me disais, comme le bénéfice du troisième trimestre était mauvais, certainement, ça allait et tout. Mais je sais que s'ils annoncent les dividendes, comme certainement le dividende sera bien moins que l'année passée, l'action pourra baisser et je peux encore entrer. Donc, à tout moment, on peut effectivement profiter des opportunités. Maintenant, moi, ce que peut-être je n'arrive pas à concevoir facilement, c'est de vendre à perte. Ça veut dire, en fait, ce que je fais, c'est quoi? C'est que les actions que je prends, si je ne réussis pas à les trader, je sais au moins que c'est des actions qui produisent des dividendes. C'est vrai qu'il y a un cas BOA Mali que j'ai pris comme ça et qui peut-être ne respecte pas cette règle, mais comme je fais en même temps du trading, même quand j'ai des moins-values, les moins-values sont amoindries par le trading et puis je les laisse à un moment donné quand je veux me débarrasser. Bon, pour que je me débarrasse quand même, je me retrouve et que de vendre à perte. Donc, je pense que les opportunités sont là à tout moment. Et comme on est dans le groupe, les gens réagissent et tout. Et ça permet aussi de pouvoir saisir les bonnes opportunités. Merci. merci à vous. D'autres interventions? Oui, bon, en fait, bon, l'ami, il partage son avis. Après, c'est clair que moi, je fais du trading, mais moi, je me dis, c'est vrai que, comme Warren Buffett le dit, hein, on n'investit pas pour perdre. Mais après, ça dépend de chacun. Moi, j'ai pas cette peur-là de perdre. Je vais dire, mais après, si j'ai des opportunités, je prends un exemple tout bête. Moi, j'étais sur Sonatel, et pardon, Onatel. J'avais pris les dividendes l'année dernière et j'étais en moins-value de 6%, 6 ou 7%. Et quand je sortais mes Onatel, j'étais déjà à 3700 avec les moins-values. Mais je me suis sorti de Onatel et je me suis positionné sur SGBCI. Donc, c'est clair que j'ai eu ma moins-value sur Onatel, mais avec le positionnement là sur SGBCI, je suis déjà en plus-value. Donc, bon, après, c'est personnel, on ne va pas discuter là-dessus. Son avis, je le respecte. Mais je me dis que pour celui qui sort, pas pour sortir, mais puisque c'est pas toujours évident d'avoir en fait de cash. Pour moi, dans mon cas, quand je dois faire un virement, le temps que ça arrive sur ma SGBCI, c'est une semaine, alors qu'on est d'accord qu'une semaine, pour en fait le monde de la bourse, c'est une longue période. Donc après, c'est clair qu'on ne sort pas pour sortir, mais pour celui qui a l'opportunité d'avoir en fait un trading de court terme ou moyen terme où il sait que
je suis perdant ici de peut-être 4%, 5%. Et avec cette opportunité que j'ai, je suis à 9-10%. Ça va en fait compenser cette perte-là. Donc voilà, après, je dis, je respecte son avis. Mais bon, chacun évolue. Tant que, au final, on est dans le positif, c'est ce qui est cool, quoi. Et d'autres interventions? Bon, en fait, je dirais que parfois, il ne faut pas s'obstiner sur certaines valeurs et que vous avez la valeur en portefeuille. Quand ça ne va pas, il faut mettre des stop loss. Faut- faut- il y a des fois, bon, des gens comme ça où, bon, des fois, ils demandent des conseils à leurs conseillers en investissement. On leur dit non, bon, faites du buy and hold, gardez le titre. Peut-être d'ici 2 ans, ça va revenir. Bien sûr que d'ici 2 ans, ça va revenir, mais vous, pendant cette période-là, vous allez perdre sur votre capital avant que le titre ne revienne encore. Et ça fait, bon, vous pouviez profiter de notre opportunité quelque part en comme ce que la stratégie de l'offre en quittant sur Onatel et en allant sur SGBCI. Donc, moi, je pense que des fois, il faut quitter, tout simplement. Il ne faut pas craindre le fait qu'on a perdu. Voilà. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, moi je voulais en réagir une fois de plus. En fait, bon, moi la stratégie que j'applique, c'est que, et au fait, comme je prends plus des actions à dividendes, c'est quand ça baisse, je suis plus porté à acheter. Et ce que je fais, par exemple, on a tel, j'ai pris le dividende, j'ai constaté que lorsqu'on a annoncé les résultats du deuxième, troisième trimestre, ça a baissé, ça a baissé. Mais je suis en train d'acheter, d'acheter, d'acheter. Actuellement, ça va à 3200, 3200, 300. De sorte à ce que même quand ils vont annoncer le dividende, on retrouve avec, parce que quand plus c'est bas, plus bas, si tu achètes, tu baisses. Et que je me retrouve avec un dividende qui est, par exemple, raisonnable. Je pense que quand ça baisse aussi, ça baisse un peu ce qu'on disait du DCA. C'est pas une véritable stratégie de DCA. J'achète, par exemple, plus ou moins régulièrement. Et surtout quand ça baisse, je ne fais qu'ajouter, et puis je diminue mon coût moyen. Parce que c'est aussi plus intéressant de vendre quand le coût moyen se rapproche plus, même si on doit perdre, on ne paie pas vraiment, se rapproche plus du cours. Et comme je disais, en tant le trading que je fais, parce que quand j'achète, je sais que c'est un peu comme des groupes, telle action, je l'ai acheté à tel montant. Donc, si le cours monte, je peux vendre tel groupe d'actions de cette action-là. Tel groupe, je peux pas la vendre parce que son coût est beaucoup plus, encore plus élevé que le coût actuel. Donc, bon, ça dépend aussi, la stratégie dépend aussi de quel type d'action chacun prend. Parce qu'il y a des actions, même si elles vous restent en portefeuille, si vous avez appliqué du DCA, même ou un semblant de DCA, vous savez qu'après, vous avez votre dividende. Quand ce sera favorable, il suffit qu'on annonce un bénéfice qui est intéressant. L'action commence à vous monter. Mais il y a des actions comme ça où, bon, je prends le cas Uniwax, on parle de 80% de baisse de résultat, mais bon, là c'est comme si l'action était en train de descendre dans le séjour des morts, c'est grave. Donc ça dépend un peu du type d'action qu'on prend. Quand on prend du Sonatel, quand on prend Onatel, c'est vrai que bon, on parle de saturation et autres, de domination par Orange au niveau du Burkina, mais bon, en matière de téléphonie, on sait quand même que chacun arrive à voir sa part. Et c'est un peu ça. Il y a aussi des actions que je prends pour ne pas garder longtemps, même si maintenant, le temps que je vais faire, j'observe si le coût monte, je les vends, je m'en débarrasse, je me repositionne pour chercher d'autres actions qui coûtent moins cher, parce que je me dis, si on est seulement là pour le dividende ou pour les plus-values, bon, c'est vrai qu'il y a cette politique qui se dit, où on se dit, bon, on attend des plus-values beaucoup plus intéressantes après une longue période. C'est un peu plus difficile. Moi, je préfère que, au fur et à mesure, je vois déjà quand même les gains. Là, je réalise que je suis en train de faire quelque chose que de laisser peut-être mon portefeuille comme ça, inactif, rien que faire des achats. Merci.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ok. Alors, je crois qu'on a parcouru assez de points dans cette réunion. Et je retiens une chose principale, c'est qu'il faudrait sérieusement réfléchir à la proposition de Mike Atwater de créer de petits mastermind dans des clubs d'investisseurs où on partage tous la même philosophie et on peut sérieusement se pencher sur une action en particulier. Ce serait très intéressant. Alors, je crois on peut arrêter la réunion d'aujourd'hui, sauf si vous avez d'autres questions ou un avis particulier à partager. Et donc, je vous remercie beaucoup pour avoir participé à cette réunion et n'hésitez pas si vous avez des recommandations à faire pour améliorer la qualité de ces séances. Merci à vous. Ok, au revoir et bon week-end à Merci à tous. Au revoir. À vous aussi. Et n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo dont j'ai mis le lien dans le groupe. Ça marche. Merci. J'ai publié la stratégie des tortues aussi. Merci. Ouais, Bon week-end à tous. j'ai vu la vidéo. Merci beaucoup.